Bonjour, aujourd'hui dans Bon et à savoir, je pars en forêt ramasser des châtaignes. Les châtaignes, c'est gratuit, c'est de saison et c'est très bon. Dans cette émission, Christian nous dira où et comment les ramasser, comment les faire griller et même en faire une soupe délicieuse. Les soupes justement, c'est le grand classique de l'hiver. Vous verrez qu'une bonne soupe, ça se fait en 2 minutes. Et pourquoi soupe maison et soupe toute prête sont toujours excellentes pour votre santé, avec en prime 2 recettes simples et originales. Vous raffolez des crèmes dessert et des yaourts? Comment, en 24 heures, on passe du lait de vache à ces desserts succulents? Et comment, même si vous êtes nul en cuisine, faire vous-même vos yaourts aromatisés? C'est aussi simple qu'économique. Et ce n'est pas tout. À la fin de cette émission, un art venu d'Asie pour embellir les tables des grands restaurants et pourquoi pas la vôtre, les légumes sculptés. Le maître français de la discipline nous dévoilera ses secrets. Les yaourts ou les crèmes dessert, on en raffole tous, fabrication artisanale ou industrielle. Sophie Lenné nous dévoile tous les secrets. Mais en attendant, je suis perdu. Les Français sont fous des yaourts. Chaque année, nous consommons en moyenne 170 pots par personne. Vous allez découvrir les secrets des yaourts à l'ancienne. Vous verrez aussi que se concocter des yaourts à la maison, c'est très simple et économique. Direction Saint-Malo. Si vous connaissez la ville pour ses remparts, sa spécialité, ce sont les yaourts à l'ancienne. Et oui, ici, au fin fond de la Bretagne, on perpétue une tradition, on fabrique du yaourt en présuré. Un drôle de nom pour un yaourt pas comme les autres. Incroyable, il colle à la cuillère, mais quand on le secoue, il se transforme en crème liquide. Vous découvrirez comment cette prouesse est possible. Au départ, il faut du bon lait cru de vache et il en faut énormément. Il est donc stocké dans des cuves géantes. Au total, pas moins de 40 millions de litres de lait sont utilisés chaque année pour la fabrication de notre fameux yaourt. L'équivalent du volume de 15 piscines olympiques. Impressionnant. Le lait est réceptionné, stocké et traité, pasteurisé dans la journée même. La pasteurisation permet de tuer les mauvaises bactéries présentes dans le lait. Pour cela, il faut le chauffer et le faire passer dans cette sorte de machine à laver. Après la pasteurisation, c'est dans cette salle qu'on ajoute le goût. Caramel ou chocolat, ici, pas de chimie, rien que des arômes naturels. Pour que notre yaourt ait la consistance d'un flan, le secret, ce sont ces quelques gouttes de liquide incolore. Un produit 100% naturel, la présure. C'est elle qui transforme le lait en yaourt. Et voici le résultat. L'ultime vérification, c'est Christophe qui s'en charge. Donc, l'objectif du contrôle est de vérifier la texture. Pour ça, on prend une cuillère et il faut que la texture soit ferme, comme c'est le cas ici, et que la coupe soit bien franche. Une texture qui peut changer en un coup de main. Pour les enfants qui aiment bien s'amuser, ils peuvent de leur côté prendre le pot, l'agiter dans tous les sens, et on va obtenir quelque chose qui va ressembler à une crème dessert. Crème dessert chocolat, qui, vous voyez, est devenue liquide. Incroyable, le yaourt se transforme en crème dessert. Mais c'est surtout le goût de ce dessert qui fait sa réputation. Pour être sûr de la qualité des arômes, Christophe goûte ses propres yaourts tous les jours. Crémeux, doux, voilà à peu près les caractéristiques de notre produit. Chaque année, 6 millions de pots de cette spécialité locale sortent de cette usine. Vu comme ça, fabriquer des yaourts, ça a l'air très simple et c'est surtout très bon. Alors faire ces yaourts aromatisés soi-même en 3 coups de cuillère à peau, c'est possible et surtout facile. Augustin, créateur de yaourts, nous explique comment les fabriquer à la maison pour toute la famille. Pour faire un bon yaourt à la maison, le plus important, c'est il faut commencer par un bon litre de lait frais. Et moi, je prends toujours du lait entier parce qu'on a un yaourt beaucoup plus crémeux. Le lait entier est plus gras, il permet donc de donner plus d'onctuosité au yaourt. Première étape, le faire chauffer jusqu'à 43 degrés. Mais comment atteindre cette température sans utiliser de thermomètre? Il y a une technique pour obtenir cette température de 40-43 degrés. C'est de porter à ébullition la moitié de la quantité du lait désiré. On garde bien au frais l'autre moitié. Et après, on fait le mix des deux et on arrive grosso modo à 40 degrés de température. Une moitié de lait bouillant, une autre de lait froid, et le tour est joué. Deuxième étape, on incorpore au lait tiède un yaourt ou un yaourt liquide, car c'est lui qui permet d'obtenir une consistance solide.
On peut aussi ajouter à cette deuxième étape un peu de poudre de lait, donc environ 3-4 cuillères à soupe, si on veut un yaourt à la fin qui a une consistance encore un peu plus solide. Troisième étape, aromatiser son yaourt. Place à l'imagination, on peut mettre tout ce que l'on veut. De la confiture, du sucre en poudre, du sirop d'érable, de la confiture de lait. Et enfin, on verse la préparation dans les pots. L'avant-dernière étape, c'est de mettre les pots de yaourt dans la yaourtière. Et le principe de la yaourtière, c'est que ça va conserver les yaourts dans un univers à 40 degrés pendant 5 à 6 heures. C'est pendant ces 6 heures que le mélange va devenir solide. Et quand on n'a pas de yaourtière, alors, comment faire ? Donc si jamais vous n'avez pas de yaourtière, le petit truc, c'est d'utiliser votre bonne et vieille cocotte minute dans laquelle vous avez mis 2-3 cm d'eau que vous avez portée à ébullition. On coupe le feu, on laisse tiédir l'eau et enfin, on y plonge nos pots de yaourt. C'est le principe du bain-marie. Et je vais laisser cette cocotte pendant 5 à 6 heures dans une pièce donc relativement chaude ou près d'un radiateur. Et donc c'est le même principe que la yaourtière. Après la yaourtière ou la cocotte, pour que les yaourts prennent encore mieux, on les laisse reposer au frais pendant 2 heures et le tour est joué. C'est bon et économique. Avec 1 litre de lait et seulement 1 yaourt, on peut faire jusqu'à 7 yaourts. Temps de conservation, 15 jours. Voilà maintenant la dernière étape, la dégustation. Et là, le grand moment de vérité. Ça donne envie. Retenez bien, pour faire vos yaourts, il faut 1 litre de lait à chauffer. Ajoutez 1 yaourt, du lait en poudre, remplissez les pots, mettez-les dans une yaourtière ou une cocotte pendant 6 heures, puis laissez reposer au frigo. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à les savourer. Retour en forêt de Bizy, à l'ouest de Paris, aux portes de la Normandie. C'est la pleine saison pour ramasser les châtaignes. Pour cela, Christian va rencontrer Virginie, une experte de ce fruit délicieux. Bonjour Christian. Salut. Hop. Ah, tu vas bien, je te fais la Oui, bise, ça hein. va, oui. Ça va? Bon, moi je veux tout savoir sur la châtaigne. Je suis un peu feignant, hein. Alors j'ai amené les enfants, ils vont venir avec moi, vous descendez avec moi les enfants. Et pour commencer, un peu d'histoire. Savez-vous qu'autrefois, la châtaigne était l'une des bases de l'alimentation de nos ancêtres? Vas-y, dis-moi tout. Allez. Ouais, la châtaigne, c'est un fruit qui est utilisé depuis les Romains, depuis très longtemps. Et comme c'était la base de l'alimentation, on en faisait du pain. Et c'est pour ça que le châtaignier est appelé l'arbre à pain. À l'époque, la châtaigne était cultivée dans des vergers. Elle était aussi importante que le blé ou la pomme de terre aujourd'hui. Si la culture de la châtaigne est maintenant moins courante, vous trouverez des châtaigniers dans presque toutes les forêts de France. Alors allez-y, ramassez les châtaignes, c'est amusant et c'est gratuit. Premier conseil, à quoi reconnaît-on facilement des châtaigniers dans une forêt? On les reconnaît grâce aux grandes feuilles dentées, tout au bord, des grandes dents. Eh bien, c'est une feuille de châtaignier. Donc là, l'histoire elle est faite. Hein. Si avec tout ça, vous n'y arrivez pas, prenez un cochon et cherchez châtaigne avec cochon. Deuxième conseil, comment ramasser les châtaignes sans se piquer? Virginie, montre-moi la bonne technique pour ramasser les châtaignes, parce que moi si j'y vais comme ça, moi je l'écrase. Hein. Oh, on met juste le pied à côté. Le bout du pied. Et le bâton. Et on pousse tout ça. Et après, on se baisse. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué ça. Non, non. Donc, pour bien ramasser une châtaigne sans vous blesser avec les épines de son enveloppe, qu'on appelle la bogue, munissez-vous d'un bâton. Écrasez la bogue sous la semelle pour faire sortir les châtaignes en vous aidant du bâton et hop, dans le panier. Allez Christian, ramasse les châtaignes maintenant. Moi les châtaignes, depuis tout petit je ramasse bien. La châtaigne est efficace contre le cholestérol, elle est aussi riche en fibres, en vitamine C, en sels minéraux et enfin, elle est très énergétique. À consommer sans modération. Christian va nous dire comment. Mais auparavant, voici une astuce pour différencier les marrons, fruits du marronnier qui ne sont pas comestibles, et les châtaignes. Bon alors, écoute-moi, fais-moi plaisir, explique-nous une bonne fois pour toutes la différence entre le marron et la châtaigne. Le marron est rond et il y a une bogue avec des gros piquants. D'accord. Et la châtaigne a une bogue avec des piquants un peu comme un hérisson. Ok. Et le fruit a un petit plumet. En résumé, le marron c'est rond, vous pouvez pas vous tromper, et la châtaigne, le petit plumet. Ça va pas être plus clair, je crois. Hein. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on les prépare. Ok? Allez, on y va. Christian va rejoindre Franck, un cuisinier qui va l'assister pour l'occasion. Alors, on les prépare comment, les châtaignes? Moi, je dis la préparation, c'est très simple. Un bon couteau, la châtaigne, il faut faire une bonne incision. Comme ça, tac. Et on met à cuire, tout simplement. On les met à griller. Hop, vous prenez une feuille de journal, hop. Voilà, là, elles sont cuites, parfait.
tac. Attention de ne pas vous brûler parce que c'est un peu chaud. Et voilà. Chez nous, là, au Pays Basque, on fait comme ça. Et on les laisse un peu pendant 4-5 minutes comme ça. Vous laissez 4-5 minutes, et après, ils vont s'éclater. Il n'y aura plus qu'à les manger pratiquement. Vous frottez un peu, vous allez voir, la peau elle va partir. C'est parfait. Et là, on va vous donner une petite astuce de nos grands-mères, parce qu'on aime bien nos grands-mères, nous. Tout à fait. Montre-nous, Franck. Allez, pas de l'astuce. Bac, du sable. Celle-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui la connaissent, cette astuce. Regardez bien. Du châtaigne. Allez, faire à deux. Allez. Pour bien les conserver, placez-les dans du sable, comme le font les grands-mères, ou plus simplement dans le bac à légumes du frigo. L'important, c'est qu'ils soient à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Évitez de les congeler, elles perdraient de leur saveur. Et maintenant, une petite astuce de cuisine. Un peu de poireaux, d'oignons, de carottes, de la crème et bien sûr des châtaignes. On mixe le tout et voici une soupe délicieuse pour le début de l'hiver. Et voilà les enfants, une soupe chaude à la châtaigne, goûtez-moi ça. C'est tout simple, la châtaigne, ça se mange à toutes les sauces. Vous pouvez faire à l'eau, au four, grillé comme on a fait tout à l'heure. Vous pouvez manger en soupe salée, en soupe sucrée. Vous faites ce que vous voulez avec la châtaigne. Vous pouvez faire des crêpes à la châtaigne avec la farine de châtaigne. C'est simple, non? Maintenant, laissons Christian et ses amis déguster leur soupe tranquillement. Dans quelques instants, nous reviendrons justement sur le plat incontournable du moment, la soupe. Faire une soupe, ça vous semble compliqué? Nous vous dévoilerons des astuces pour la réussir en un tour de main. La mode vient d'Asie pour embellir les tables des grands restaurants. Découvrez les légumes sculptés. Un virtuose de cette discipline vous livrera ses secrets. Nous retrouvons Christian qui vient de réaliser une délicieuse soupe à la châtaigne. Justement, c'est la saison de la soupe et si les soupes faites à la maison sont délicieuses, comment les choisir si on n'a pas le temps de les cuisiner? Sophie Lenné a enquêté pour nous. L'hiver arrive et avec lui son plat incontournable, la soupe de légumes. Vous pensez que c'est compliqué à faire? Rassurez-vous, nous allons vous montrer que cuisiner un potage, c'est très simple et qu'en plus c'est très bon pour la santé. L'avantage de la soupe maison, c'est que l'on peut mettre tout ce que l'on veut dans la marmite. Mais si vous n'avez vraiment pas le temps de la faire vous-même, il y a toujours une autre solution, la soupe toute prête. Entre les soupes faites à la maison et les soupes industrielles, quelle formule choisir? Quels sont leurs bienfaits? Audrey Avaux est nutritionniste. Elle nous révèle les secrets pour préserver tout ce qui est bon pour notre corps dans la soupe. Et bien sûr, les vitamines contenues dans les légumes. Pour bien conserver les qualités nutritionnelles, c'est-à-dire les vitamines des légumes, il faut théoriquement les conserver entre 4 et 6 degrés, au maximum 8 degrés. Donc à l'abri de la chaleur, mais aussi à l'abri de la lumière et si possible à l'abri de l'air. Donc les légumes, on va les mettre en fait dans le bac du réfrigérateur qui est prévu à cet effet. Alors, une fois dans le réfrigérateur, les légumes se conservent 2 à 3 jours si on les a achetés en fait au marché ou au supermarché. Si par contre ils viennent de notre potager, on peut les utiliser dans les 4 à 5 jours. Règle numéro 1, pour une soupe maison, les légumes doivent être utilisés dans les 3 jours maximum qui suivent leur achat. Mais pour garder les vitamines, ce n'est pas tout. Cela dépend du mode de cuisson des légumes. Premier cas, la cuisson traditionnelle à l'eau. Problème, avec cette méthode, les légumes peuvent perdre jusqu'à 50% de leurs vitamines. Si on utilise effectivement la cuisson à l'eau pour faire cuire des légumes pour une soupe, ça veut dire qu'il faut mettre le moins d'eau possible pour faire cuire les légumes et du coup récupérer l'eau de cuisson lorsqu'on va mixer les légumes pour récupérer les vitamines qui ont diffusé dans l'eau de cuisson. Et c'est la règle numéro 2, mixez vos légumes avec l'eau de cuisson. Attention, plus le temps de cuisson est long, plus on détruit de vitamines. Oui, mais alors, si l'eau bouillante altère les vitamines, comment cuire les légumes en préservant l'essentiel? Il faut optimiser un mode de cuisson qui va être très rapide, comme le four à micro-ondes qui ne va pas durer longtemps. Vous avez bien entendu, pour conserver les vitamines des légumes, l'astuce c'est de les cuire au micro-ondes. Pour ces carottes, environ 3 minutes. Vous n'avez pas de micro-ondes? Il y a toujours une solution. Pour conserver le maximum de vitamines dans les légumes, c'est la cuisson vapeur. Et si possible, dans ce cas, en cocotte minute, puisque ça va plus vite qu'en cuit vapeur traditionnelle. Règle numéro 3, optez pour une cuisson rapide. Vous avez le choix entre le micro-ondes ou la vapeur. La soupe maison, c'est donc excellent pour la santé. Et c'est aussi une façon de faire manger des légumes aux enfants. Mais voilà, ça ne marche pas à tous les coups, même si la soupe est préparée avec amour par maman. Les enfants, on va aller à table. On n'est pas à table. Encore? Allez, mange ta soupe. Alors Sophie, la maman de Rose, Louise et Raphaël, a son astuce à elle. Quand elles sont bien liquides, ils boivent leur soupe à la paille. À la paille. Et voilà, tout de suite c'est beaucoup plus facile.
Et visiblement, son truc, ça marche. Les enfants finissent leur potage grâce à la paille. Mission réussie pour la maman. Et pour qu'ils avalent toujours tout, voici une autre astuce. Dans une soupe composée de plusieurs légumes, il suffit que les enfants identifient le goût d'un seul légume qu'ils n'aiment pas pour rejeter alors toute la soupe. Alors, pour les plus petits, privilégiez des potages avec un seul légume. Enfin, les enfants aiment le goût sucré, alors optez pour les potages à base de carottes ou de potirons par exemple. Mais si vous n'avez pas le temps de les préparer, vous pouvez toujours manger des soupes toutes prêtes. Oui, mais sont-elles aussi riches en vitamines que les soupes maison ? Alors en fait, dans les soupes industrielles, les fabricants ont le droit de rajouter des vitamines pour compenser les pertes de vitamines qu'il y a eu au niveau des légumes au moment de la cuisson. On appelle ça la restitution en vitamines. Pour vérifier si c'est le cas pour la soupe que vous achetez, la mention « à teneur garantie en vitamines » doit figurer sur l'emballage. Là, avec toutes les vitamines qui ont été ajoutées, on est sûr que par rapport à la même soupe que l'on ferait chez soi, on a plus de vitamines dans celle-ci que dans la soupe maison. Même si elles contiennent plus de vitamines, les soupes industrielles ont la mauvaise réputation d'être trop riches en lipides. Il y a pourtant un moyen de savoir si votre potage n'est pas trop gras. Dans le tableau des valeurs nutritionnelles, regardez la colonne désignant une assiette de 250 ml. Pour cette portion, la valeur des lipides ne doit pas dépasser la limite de 3 grammes. Là, cette soupe apporte 2 grammes de lipides pour une assiette, donc elle est conforme aux recommandations nutritionnelles pour une soupe de légumes. Vous pouvez donc la manger sans crainte. Et maintenant, bonjour messieurs, dames. Vous allez voir que l'on peut élaborer des soupes excellentes de manière très simple. Nous sommes dans un cours de cuisine. Vous allez découvrir plein d'astuces pour cuisiner des soupes qui étonneront votre famille. Aujourd'hui, le prof, c'est Pauline Inger. Si vous avez des questions sur les soupes, on est là pour en parler. Pour commencer, une recette ultra rapide et très originale, un velouté froid de concombre. Pour son velouté, Pauline ne s'embarrasse pas. Elle le mixe directement avec la peau. C'est sur la peau du concombre, tout comme la plupart des légumes, que vous avez les sels minéraux et les vitamines. Il y a des vitamines dans la peau et en plus, ça renforce la couleur. Ajoutez un peu d'huile d'olive, du basilic, de la menthe, un petit tour dans le mixeur et c'est déjà prêt à servir. C'est bon et en plus c'est beau. Pari réussi, le tout en 10 minutes. Deuxième recette, un potage original qui plaira à toute la famille avec un légume qui revient à la mode, le potimarron. Premier conseil, ne salez pas trop vos potages pendant la cuisson. Lorsque vous faites cuire votre soupe, le liquide s'évapore et le risque c'est de se retrouver au final avec une soupe trop salée puisqu'il y a concentration de sel lorsqu'il y a évaporation de l'eau. L'eau s'évapore, mais pas le sel. Du coup, on peut avoir de mauvaises surprises en fin de cuisson. Pour être sûr du résultat, ayez donc la main légère, quitte à rajouter du sel à la fin s'il en manque. Il faut couvrir nos légumes d'eau. Après avoir fait revenir le potimarron avec des oignons, couvrez le tout avec de l'eau. Bien entendu, vérifiez la cuisson du légume. Mais comment savoir si les légumes sont bien cuits? Il vous suffit de planter un couteau dans le potimarron. S'il s'enfonce facilement, le légume est bien cuit. Pour ajouter de l'onctuosité à notre soupe, on va y mettre de la crème. De la crème pour enrichir le goût. Et voici une dernière astuce pour rendre votre soupe délicieuse. Vous allez l'aérer. Vous voyez, on crée des petites bulles et du coup, vous avez quelque chose de plus aérien et de plus mousseux. Et dans le potimarron, tout est bon. Pas de gâchis, on peut le réutiliser comme soupière. Une astuce pour amuser les enfants, mais il y en a d'autres. Si vous voulez faire quelque chose de plus rigolo pour les enfants, on y apporte des petites pâtes comme ça. Les enfants raffolent des petites choses à aller chercher dans la soupe. Et voilà, la soupe est prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Santé! Qu'elle soit au concombre ou au potimarron, la soupe, c'est encore le meilleur moyen de faire plaisir à vos papilles tout en soignant votre santé. Sophie, t'es une grosse gourmande, tu penses que tu vas tout manger? Je vais en avoir peut-être un peu trop. La soupe, c'est bon, ça tient chaud et cela peut être très nourrissant. Notre chef cuisinier en sait quelque chose. Pendant que Christian et ses amis savourent leur soupe de châtaigne, vous allez voir qu'il est tout à fait possible de faire des choses incroyables avec les fruits sans les cuisiner, mais en les sculptant. Vous aussi, devenez des artistes du potager. Voici des œuvres d'art d'un genre un peu particulier, de la sculpture sur fruits et légumes. Et non, vous ne rêvez pas, sous ces magnifiques réalisations se cachent des oranges, des mangues ou des pommes. Cet art incroyable vient d'Asie et il envahit la France, à tel point qu'il y a maintenant un concours au cœur de la Sologne.
Nous sommes à Romorantin-Lantenay. C'est ici qu'est organisé le tout premier championnat de France de sculpture sur fruits et légumes. Les épreuves sont incroyables. Décors de cocktails, corbeilles de fruits, sculptures sur cucurbitacées ou bouquets de centre de table et amuse-bouche. Toutes ces épreuves ont lieu sous les yeux du public médusé. C'est un travail d'artiste. Je suis en pleine admiration. À 18h, c'est terminé. Tour à tour, les concurrents sont acclamés. Leur performance a duré des heures. Ils sont sur les rotules. Le jury se retire pour délibérer. À la nuit tombée, les résultats sont proclamés. Le premier champion de France de sculpture sur fruits et légumes, c'est lui, Frédéric Jonot. Il est cuisinier et contient difficilement son émotion. Ouais, non, c'est fort. Et puis Martine, vous allez nous appeler le... Je dédie ça à tous les concurrents parce qu'on est Je vais d'abord dire le nombre de points. Si vous voulez faire comme Frédéric, suivez ses conseils. Bonjour. Et tout commence au marché de Rungis. Tu vas bien? Alors on va aller chercher des fruits et légumes. Pour devenir un as de la sculpture végétale, il faut se concentrer d'abord sur la couleur. Celle-là, elle est bien jaune, elle est jolie. Et puis, on va aller chercher une petite pastèque. Un peu perdu dans le dédale du plus grand marché du monde. Vous savez où sont les pastèques ce matin? Notre homme trouve enfin son bonheur. Regardez ça, si c'est pas beau, ça. Celle-là, elle est belle. Des couteaux, des scalpels, un travail de précision. Le secret, un peu d'adresse et beaucoup d'amour. Quand j'ai commencé, j'avais un chef d'apprentissage qui me dit « Mais attention, doucement le produit, tu le poses délicatement sur la table, tu l'assaisonnes, tu le refais quand tu le cuis avec amour. » Et il y avait des phrases mythiques qui me dit « Attends, tu traites le poisson comme le sein de ta copine. » Comment ça? Il me dit, bah oui, tu le malaxes sur la planche. Il me dit, non, tu le caresses avec amour. Il me dit, à la cuisine, c'est ça. Regardez la finesse de son travail. Il transforme une vulgaire pastèque en une fleur délicate. Il n'a besoin que de quelques minutes pour réaliser cette performance qui ira décorer une table dans un grand restaurant. Si vous voulez arriver à ce résultat, il vous faudra vous entraîner pendant des années. Mais nous allons vous montrer une sculpture facile à faire par tous. Direction le Centre européen des professions culinaires. C'est ici que Frédéric enseigne aux apprentis traiteurs les clés de sa technique qu'il a acquise en Thaïlande. Là, je vais vous faire voir des techniques qui sont décoratives, qui sont pas plus longues qu'autre chose à faire et qui vont vous permettre de manipuler le légume en tant qu'objet de décoration, également gustatif. Regardez bien, vous allez apprendre à sculpter des légumes. Exemple avec la carotte qui est plutôt facile à travailler. Prenez un grand couteau, taillez d'abord le bout de la carotte en une pointe à 4 faces. Ensuite, utilisez un couteau à la lame très fine et entaillez chacune des arêtes de la pointe de façon régulière. Pour finir, il suffit de faire tourner la pointe dans la main et regardez ce qui apparaît, une fleur. Je suis désolé messieurs, mais les fleurs, ça s'offre aux dames. Hein. Les élèves découvrent une nouvelle vision de la décoration culinaire. Ils pourront ainsi répondre aux exigences de leurs futurs clients. Au restaurant, quoi, ça rajoute quelque chose sur une assiette et voilà, c'est toujours un plus, quoi. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Sortez les couteaux et prenez-vous pour un artiste. Dans quelques années, vous arriverez peut-être au niveau de Frédéric et vous pourrez sculpter un potiron de 250 kg.